Monsieur le Président, mes chers collègues, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes chers amis. En ce mois de décembre, particulièrement cher à tous ceux qui cultivent le souvenir de l'épopée napoléonienne, le CRDHM a l'honneur et le plaisir, conjointement avec le souvenir napoléonien, d'accueillir ce soir notre ami Dominique Drouin, qui va nous entretenir du thème « Histoire de Rochefort sous le Consulat et l'Empire ». Et donc on va commémorer ça, plus il y aura le point d'ordre qui sera aussi la bataille des Trois Empereurs, la bataille d'Austerlitz. Je mets de côté bien sûr Waterloo et Trafalgar. Mais je précise que M. Fardet a participé sous l'égide de la Fondation Napoléon, dont le directeur est Thierry Lenz, à l'aventure historique, ce que j'appelle l'aventure historique, de l'édition de la correspondance générale de Napoléon Ier. Elle vient juste de sortir, elle est sortie opportunément au salon, dont le premier ouvrage vient de paraître. Il y a 12 ouvrages annoncés. Les derniers, l'échelonnement est prévu jusqu'en 2009. Alors là, c'est toute la correspondance générale et privée. Elle avait déjà été éditée sous Napoléon III, mais il y avait eu, le neveu avait fait des coupes sombres pour pas qu'effectivement le personnage de l'empereur soit présenté sous de mauvaises facettes. Il a publié, donc M. Drouin a publié son premier livre sur les stations de sport d'hiver de la Plagne en Savoie, comme il me l'a dit. Il a publié en 2000 des livres dont le premier c'était Napoléon en Charente-Maritime, qui est aujourd'hui épuisé, mais qui sera réédité. L'histoire de Rochefort, là c'est de la série. L'histoire de Rochefort du Moyen-Âge à Louis XV, c'est le tome 1, édité en 2001, sera refondu, vous m'avez annoncé cela. Le tome 2 de Louis XVI à Bonaparte, vous l'avez édité en 2002. Vous avez édité L'affaire des Brûlots, j'ai assisté à votre remarquable conférence effectivement à Foura, en avril 2003. Et vous éditez le tome 4 de l'histoire de Rochefort, du consulat aux 100 jours, en juillet 2004. Merci. Merci beaucoup d'être là et je remercie aussi le délégué régional et le président du CRDHM. Pour vous parler donc du port et de la ville de Rochefort sous le Consulat et l'Empire, on va prendre notre histoire un petit peu avant, à la fin de la Révolution. À ce moment-là, la France est sous la tutelle de 5 directeurs, du Conseil des Anciens et du Conseil des 500, nos 500 députés. Un jeune général pense qu'il doit prendre le pouvoir. La France, à ce moment-là, traverse une grave crise. Ce jeune général est à peine trentenaire, il s'agit bien sûr de Bonaparte. Il tente un coup d'État parlementaire qui échoue. On ne va pas évoquer tout ce coup d'État, mais son coup d'État parlementaire commence bien avec le Conseil des Anciens qui lui confie la sûreté du pays. Malheureusement, lorsqu'il se présente à l'orangerie du château de Saint-Cloud, la salle à ce moment-là est houleuse, Bonaparte est insulté, frappé, et il faut que Murat fasse intervenir les grenadiers pour vider la salle, et le coup d'État parlementaire est raté, se transforme en coup d'État militaire. Ces événements ont eu lieu entre le 9 et le 10 novembre 1799. Les 3 consuls qui ont été nommés à l'issue de ces journées, Bonaparte s'est arrogé la première place, ces 3 consuls vont envoyer le récit des événements dans toutes les provinces, et un paquet arrive à Rochefort le 14 novembre 1799. Il est 5 heures du soir. Le maire de l'époque est Louis-Jacques Imbert, il est en place depuis 1797. Il convoque à la hâte le conseil municipal. Il est un peu tard pour afficher tous les placards qu'on a envoyés et qui retracent ces événements. On reporte l'affaire au lendemain, et c'est à partir du 15 novembre 1799 que les Rochefortais vont apprendre le grand bouleversement qui vient de s'opérer à Paris. Alors il est très difficile de savoir si le nouvel ordre des choses a été bien accueilli, puisque si l'on prend la correspondance officielle, bien sûr, les Rochefortais ont été ravis, il y a eu des tirs d'artillerie un petit peu partout, mais chaque fois qu'un gouvernement change, c'est le procédé utilisé. Et un homme en place ne va pas dire « vous avez été très mal, votre arrivée au pouvoir a été très mal accueillie », puisqu'il aurait toutes les chances à ce moment-là de se faire renvoyer dans les jours qui suivent. Donc il est très difficile d'affirmer que les Rochefortais ont été ravis de ce changement, même s'ils l'ont manifesté.
En revanche, comme un petit peu partout en France, on peut penser que cette nouvelle a été une heureuse nouvelle pour les Rochefortais, qui en avaient un petit peu assez. À ce moment-là, la ville était traversée par une crise extraordinaire. Il y avait les gens mouraient de faim, un petit peu comme au pire à l'époque de la fin du règne de Louis XIV. Et on peut penser que les Rochefortais ont accepté ce nouvel ordre des choses avec joie. On va donc faire des mouvements de réjouissance un petit peu partout. Surtout, les consuls vont restructurer l'État en instaurant les préfets et les sous-préfets. C'est le 27 février qu'ils décident, le 27 février 1800, c'est-à-dire peu de temps après le coup d'État, d'instaurer ces préfectures. Le 2 mars, le premier préfet de Charente-Inférieure est nommé. Il s'agit de Louis-Antoine Français de Nantes, qui va prendre son poste à Saintes dans la foulée, au mois de mars 1800. On va nommer aussi un sous-préfet. Il s'agit de Philippe Augier de la Sauzée. Philippe Augier de la Sauzée est nommé le 1er avril. Il va prendre ses fonctions, lui, beaucoup plus tard, à la fin du mois d'avril. En attendant, c'est le maire de Rochefort qui va assurer l'intérim et qui va devenir le premier sous-préfet. Il s'agit donc de Louis-Jacques Imbert. Entre-temps, Louis-Jacques Imbert a été renvoyé de son poste de maire. Alors l'affaire est un petit peu compliquée. Pour toutes les villes de plus de 5000 habitants, c'était le premier consul qui devait nommer les maires. Il était hors de question pour le premier consul de connaître tous les candidats potentiels à ces postes de maire, donc il se fiait à ce que lui disaient les préfets. Et Français de Nantes a proposé, non pas le maire en place, Louis-Jacques Imbert, mais il va proposer un maire qui était en place, non pas sous la Révolution, ni même sous Louis XVI, mais sous Louis XV. C'est Pierre-André Èbre de Saint-Clément, qui a été maire entre 1767 et 1771. Donc, Pierre-André Èbre est nommé, et on sent tout de suite que s'il s'était agi d'une élection à la place de maire, il ne se serait pas présenté, si l'on en croit la lettre qu'il envoie au préfet pour le remercier de l'avoir choisi. Voilà ce qu'écrit Èbre de Saint-Clément. Nous voilà installés, nous remplirons nos fonctions avec zèle et intégrité, mais nous sommes vieux, le moral est toujours bon, le physique n'est pas de même. Nous avons de la bonne volonté, cela ne suffit pas pour remplir des places qui exigent tant de soins et de force. Quand nous ne pourrons plus aller, nous le dirons et vous voudrez bien nous remplacer. Donc voilà le discours d'un maire qui prend ses fonctions. C'est un discours un petit peu surprenant. Èbre va quand même conserver sa place jusqu'à sa mort, jusqu'en 1805. Et à partir de 1805, ce sera son prédécesseur qui va revenir aussi, puisque Louis-Jacques Imbert deviendra maire de Rochefort jusqu'en 1813. Louis-Jacques Imbert ensuite sera remplacé par le moine de Sérigny, qui lui restera jusqu'en 1830. Voilà pour les maires. Quelles étaient leurs fonctions? C'était des fonctions excessivement restreintes. Ils ne pouvaient s'intéresser qu'aux affaires vraiment courantes de la ville, aux petits problèmes des Rochefortais. Dès que des fonds importants étaient engagés, ils devaient suivre une hiérarchie très programmée, c'est-à-dire qu'ils devaient adresser une demande au sous-préfet, qui, s'il l'agréait, la faisait passer ensuite au préfet, qui, s'il lui aussi l'agréait, la faisait passer au ministre de l'Intérieur. Un ministre de l'Intérieur qui n'avait rien à voir avec le ministre de l'Intérieur d'aujourd'hui. Il y avait un ministre de la police, et le ministre de l'Intérieur, lui, était chargé d'assurer justement des liaisons entre le gouvernement et les différentes provinces. Donc on va évoquer quelques cas traités par les édiles rochefortais, parce que ça relève de l'anecdote, et c'est quelques histoires qui sont assez amusantes, notamment le problème de la mendicité. Alors la mendicité avait été un problème récurrent qui avait causé beaucoup de problèmes déjà sous l'Ancien Régime. À cette époque, on plaçait ces malheureux mendiants dans des foyers. Malheureusement, ces foyers ont disparu sous la Révolution, faute de moyens. Et lorsque les consuls prennent le pouvoir, on essaye d'éradiquer cette nouvelle mendicité. Avec une mesure assez drastique, on ne va accorder le permis de mendier qu'aux gens originaires de Rochefort. Et voilà ce que disait le conseil municipal de l'époque. Elle, en parlant de la mendicité, elle n'aurait dû exister que pour les indigènes natifs et domiciliés de la ville, et non pour les étrangers, attendu que chaque commune se doit à ses pauvres. Pour essayer
réguler cette mendicité, on va établir ni plus ni moins que des permis de mendier, alors où figurait le nom, le prénom de la personne concernée, et on n'avait bien sûr pas de photo, mais on mettait un état descriptif. Alors, il y avait des états descriptifs qui étaient assez cocasses, une boîte, un grand front et des grosses lèvres. Les mendiants étaient obligés d'exhiber leur carte, leur permis de mendier lorsqu'ils faisaient la manche, et les Rochefortais étaient invités à n'aider que ceux qui étaient possesseurs de cette carte. Pour tous les autres, de manière à les isoler, on avait demandé à chaque cabaretier, à loueur de meublés, de garnis, de demander aux étrangers qui arrivaient à Rochefort de présenter un papier que leur fournissait la mairie, et la mairie, lorsqu'un étranger arrivait, devait accueillir ces nouveaux arrivants, leur demandant leurs moyens de subsistance et leurs coordonnées. Donc on a une sorte de surveillance accrue de cette mendicité. Les maires vont aussi, les édiles vont aussi traiter le problème des revendeuses. Les revendeuses étaient une vieille pratique qu'on avait déjà connue sous l'Ancien Régime, qui consistait, c'était des femmes principalement qui s'intéressaient à cette activité. Ces femmes arrivaient très tôt sur le marché le matin, elles achetaient les meilleurs produits, et ensuite elles s'installaient et elles revendaient ces produits en réalisant un petit bien qui était en bonne santé, faisait cette activité de revendeuse, et on se retrouvait avec une multitude de revendeuses, si bien que lorsque l'honnête ménagère arrivait pour faire son marché à Rochefort, elle ne trouvait plus que des prix exorbitants et que des produits à des prix exorbitants. Donc là aussi, on va faire exactement la même chose que pour les mendiants. On va faire des permis adressés aux revendeuses avec un état descriptif de leur physionomie et leur nom et identité. Et il y a aussi beaucoup de sujets traités par les édiles rochefortais. On ne va pas tous les évoquer parce qu'on y passerait des heures. En revanche, pour tout ce qui était important, lorsqu'il s'est agi de construire une curie municipale qui était à l'extrémité nord de l'Arsenal, il fallait suivre la voie hiérarchique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quand on a acheté l'hôtel Èbre de Saint-Clément, ça a été exactement la même chose pour les transferts de collèges. Dès qu'il y avait des fonds importants, les édiles étaient obligés de suivre cette voie hiérarchique. Voilà un petit panorama de la vie rochefortaise, de la vie municipale rochefortaise. Mais si Rochefort était une place importante sous l'Empire, c'était avant tout grâce à son arsenal et grâce à sa rade. Alors, la marine de Napoléon à Rochefort va être divisée en 4 grandes périodes. Il y a d'abord la première période qui part du coup d'État jusqu'au préliminaire de la paix d'Amiens en 1801. C'est une période qui est assez proche de ce qu'on a connu sous la Révolution. On a des Anglais qui croisent le long des côtes françaises, mais sans exercer une véritable pression, sans exercer un véritable blocus. On a une marine qui est pauvre. Le premier ministre de la marine de Napoléon, qui s'appelait Forfait, parle beaucoup de régénération de la marine. On va envoyer des fonds, effectivement, pour régénérer cette marine. On va la remonter un petit peu, mais sans vraiment avoir de résultats très significatifs. Heureusement, il va y avoir la paix d'Amiens, et durant toute cette période, nos escadres vont pouvoir sortir librement. Ça va être la période où notamment la Touche-Tréville va amener des chevaux et des troupes en renfort à Leclerc, qui est parti à Saint-Domingue. La paix d'Amiens est rompue en 1803, et à partir de là, jusqu'à la fin de l'Empire, c'est un véritable blocus qui est instauré le long des côtes françaises. Les escadres ne sortiront vraiment qu'au compte-gouttes. On aura même des attaques anglaises, plusieurs attaques anglaises. Ce sera l'époque de la fameuse affaire des Bouleaux, où les Anglais viennent brûler la flotte française aux portes de Rochefort. Une période donc qui est assez tragique. Cette rade qui est devenue très vulnérable doit être protégée, et ça va être le deuxième objet de cette rencontre. Ça va être la protection de la rade, et notamment la construction d'un fort qui était envisagé sur la longe de Boyard. Il faut savoir que dès que Bonaparte prend le pouvoir en 1800, il a envoyé dans les 6 arrondissements de la marine des directeurs des travaux maritimes. Celui qui est choisi pour venir dans le 5e arrondissement, c'est-à-dire l'arrondissement de Rochefort, s'appelle Ferjot. Il arrive ici le 1er novembre 1800. Il a eu, comme tous les autres directeurs, une mission très précise de la part du premier consul. Il doit dresser un bilan de ce qui existe déjà, du système défensif
en place, et il doit surtout proposer un projet visant à améliorer ce système. Ferjot, qui avait un arrondissement très grand, puisque le 5e arrondissement partait du nord de la Vendée jusqu'à la frontière espagnole, va proposer pour la rade de Rochefort un système très, très ambitieux avec une multitude de petits fortins qu'il voit un peu partout. Il en voit un d'abord sur l'îlot des Nettes, qui est entre Fouras et l'île d'Aix. Il en voit un autre à la pointe de l'Épée, qui est sur la passe qui va à Ainet, qui a une pointe rocheuse qui part vers le nord et qui fait face à la pointe de Coup de Pont sur l'île d'Aix. Il imagine un fort juste là aussi. Aujourd'hui, il y a une balise, si quelqu'un veut voir la pointe de l'Épée, elle est marquée par une balise. Il en imagine un autre sur le rocher des Pales, au large de l'île Madame. Et surtout, il veut en faire un, il le propose d'en faire un sur la longe de Boyard, entre l'île d'Aix et l'île de Léron. Il faut savoir que depuis la création de l'Arsenal, il a été question de faire un fort sur la longe de Boyard. Sous Louis XIV, Vauban se serait défilé en avouant au roi Sire, il serait plus aisé d'attraper la lune avec les dents que de tenter à cet endroit pareille besogne. Après la terrible affaire, la terrible attaque des Anglais en 1757, on avait soulevé à nouveau la possibilité de faire un fort sur ce banc de sable. Sous le consulat, on ressort le projet et là, on va tenter effectivement de le réaliser. Donc, le mémoire de Ferjot est remis au ministre de la Marine, Forfait, qui va en dresser une synthèse et la proposer à Napoléon, qui le 9 mai va demander à ce que 2 ingénieurs se rendent sur place pour voir si effectivement on peut construire un fort sur la longe de Boyard. Alors c'est un ingénieur de la marine qui s'appelle Mandard, il y en a un autre du génie, Fabry, arrive à Rochefort, ils se font aider par une agrégation d'ingénieurs et d'un mathématicien rochefortais, professeur de mathématiques, Charles Rome, qui était un personnage qui avait une certaine aura et qui venait de faire publier un système de calcul très intéressant pour calculer la longitude et la latitude des bâtiments en mer. Et ce Charles Rome était en plus le frère de Gilbert Rome, qui a créé avec Fabre d'Églantine le calendrier révolutionnaire. Donc cette agrégation d'individus se rend sur la longe de Boyard, et de manière d'abord à déterminer la position où le fort sera construit, et ensuite de lancer un premier projet. Alors ce banc de sable, se trouve exactement entre l'île d'Aix et l'île d'Oléron. On ne va pas choisir le point culminant du banc, on va choisir le point le plus intéressant d'un point de vue stratégique, celui où les feux pourront se croiser le mieux avec les batteries des Saumonards et celles de l'île d'Aix. Il va s'agir donc de faire un enrochement, parce que là où on choisit de le faire, le banc n'émerge jamais. La pointe la plus haute découvre à certaines malines, c'est-à-dire aux grandes marées. Là, on veut construire, on ne découvre jamais. Il va donc s'agir de faire un enrochement à ce niveau. Les ingénieurs proposent aussi de faire donc un fort sur 2 niveaux, un sous-bassement pour servir de logement et accueillir des soldats, un sous-bassement voûté. Au premier étage, on va faire aussi un ensemble casematé pour recevoir 15 canons, et enfin une terrasse pour recevoir 6 mortiers, 6 bouches à feu, surplombant le tout. Ces ingénieurs rentrent à Rochefort, proposent leur projet au ministre et au premier consul. C'est un projet qui est accepté, et au mois d'août 1801, on va nommer un directeur pour superviser ces travaux. Il s'agit de Leclerc, l'ingénieur Leclerc, qui est déjà ingénieur de La Rochelle et qui a déjà un travail énorme. On va voir que ça va poser quelques problèmes, cette surcharge d'activité. Donc dès l'année 1802, on va lancer les premiers travaux. S'il s'agit de travaux préparatoires, il n'est bien sûr pas question de lancer l'enrochement tout de suite. Pour la petite histoire, il faut savoir que Napoléon a donné 3 ans aux ingénieurs pour terminer ce fort. Il sera terminé que 66 ans plus tard, et on verra que 3 ans plus tard, en 1804, on jettera seulement la première pierre d'enrochement. Donc on débloque un fonds de 150 000 francs pour lancer ces travaux préparatoires qui sont de 3 natures. Il faut d'abord, comme on l'a vu, créer un enrochement pour créer une petite île artificielle sur laquelle on mettra 4 assises, et sur ces 4 assises, viendra se dresser le fort. Pour ça, il faut de la roche qu'on va prendre un petit peu partout. Alors on imagine d'en prendre entre Martrou et la côte,
On va faire des travaux de sonde à Martrou, à Soubise, à la Fontaine d'Orange, etc. Malheureusement, on va s'apercevoir très vite que cette roche ne convient pas. On imagine aussi d'aller prendre du granit en Vendée et à l'Île-Dieu, mais on s'aperçoit aussi qu'en temps de guerre, ce transport sera très compliqué, surtout si on veut faire venir cette roche par mer. Alors on va se contenter de 3 points d'extraction qui sont un à Piedmont, sur la commune de Port-des-Barques, au sud-ouest de Port-des-Barques, un autre à Fouras, entre ce qu'on appelait le château de Fouras et qu'on appelle aujourd'hui le château de Fort Vauban ou le sémaphore, entre le fort de Fouras et la redoute de l'Aiguille. Et 3e point, qui est la partie la plus intéressante et la plus importante, c'est tout le nord de l'île d'Aix, entre Jamblay et Coup de Pont, toute la partie nord de l'île d'Aix. Ce sera le point principal d'extraction pour la roche de Boyard. Le 2e point est de faire des casemates, des logements pour les ouvriers. Il y en aura à l'île d'Aix. On va en faire sur l'île d'Oléron, à la Pérotine. On va créer une ville ex nihilo qui va s'appeler Boyardville. Et là, il y aura des magasins et des logements pour les ouvriers. Le 3e point, c'est de s'intéresser à l'amarrage des bâtiments qui vont venir faire leur versement sur le banc. Pour ça, on demande à ce qu'il y ait des points d'amarrage placés un petit peu un peu partout autour de ce banc. De manière à gagner du temps, l'ingénieur Ferjot va demander au préfet maritime Pierre Martin d'installer à demeure une corvette qui s'appelle la Tapageuse. Et l'installation de cette corvette va être la première pierre d'achoppement entre le préfet maritime et cet ingénieur parisien. Alors, c'est une affaire un petit peu romanesque. Je vais essayer de dresser un bref portrait psychologique des 2 individus qu'on peut déterminer grâce à la correspondance. Pierre Martin est connu, c'est un fils de la Révolution qui a gravi tous les grades de la marine et qui est maintenant vice-amiral et préfet maritime de Rochefort. C'est un homme bourru qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense, même aux ministres, avec le respect qu'il leur doit, mais c'est quand même à chaque fois assez franc et direct. Quant à Ferjot, c'est un ingénieur parisien, technocrate, qui habite Paris, qui vient souvent sur le chantier de Boyard, mais c'est avant tout un Parisien et un technocrate, c'est pas quelqu'un qui connaît le terrain comme peut le connaître Martin. Et Martin est un homme assez ombrageux, qui a sa susceptibilité, qui aime bien recevoir des ordres du ministre ou du premier consul ou des directeurs à l'époque du directoire, mais supporte difficilement qu'un autre individu se permette de lui demander quoi que ce soit. Ferjot lui a quand même demandé d'armer la Tapageuse. La Tapageuse est allée mouiller et Martin va jouer un premier tour à Ferjot. Il n'a laissé des vivres à bord que pour l'équipage et rien pour les ouvriers et rien pour les ingénieurs. Ce qui fait que les ingénieurs sont censés travailler sur le banc de Boyard et venir se restaurer à bord de la Tapageuse. Et lorsqu'ils veulent passer à table, le cuisinier leur dit on n'a pas de vivres pour vous. Alors je vais essayer de retrouver la lettre qu'écrit Ferjot, un bout de lettre qu'écrit Ferjot à Martin, parce qu'elle est assez cocasse. C'est une lettre qui dure 4 pages, je me contente seulement des premières lignes. Voilà ce qu'écrit Ferjot. Quoique dans votre lettre du 6 Fructidor, c'est-à-dire le 24 août, vous m'ayez marqué de me renfermer dans le mécanisme de mon métier, et que par celle du 9, vous m'ayez en quelque façon interdit de vous faire des demandes, ne m'ayez encore point défendu de vous écrire, je profiterai de cette liberté, la seule que vous me laissez, pour vous soumettre quelques observations sur les obstacles que je trouve. Voilà la lettre que Ferjot envoie à Martin, et il se plaint bien sûr de ne pas avoir trouvé des vivres, il se plaint que Martin fasse une guéguerre perpétuelle, et surtout, en bas de lettre, il lui dit, puisque on n'arrive pas à s'entendre, je vais faire une copie de ce que je viens de vous écrire, et je vais l'envoyer au ministre de la Marine, qui a changé, qui s'appelle maintenant Decré. Martin se sent un petit peu pris au piège, il fait à son tour une copie de cette lettre en prenant soin de laisser de grandes marges, et il apostille chaque remarque de l'ingénieur de ses propres observations. Decré essaye de le calmer en lui disant vous participez à une aventure extraordinaire, si ce fort est construit, vous serez un acteur qui restera dans l'histoire. Pas Sa Majesté, parce qu'on est encore sous le consulat, mais le premier consul tient beaucoup à ce fort, et si vous participez, ce sera très bien pour vous. Martin donc met un petit peu d'eau dans son vin, et les travaux continuent. On se retrouve le 13 septembre, journée de Malines, avec des grandes marées, un coefficient de 115, on peut le retrouver aujourd'hui grâce au CHOM, qui peut trouver les coefficients de marée
un état très reculé. On a une marée de 115, on ne le sait pas à l'époque. À l'époque, on ne connaissait pas les coefficients, mais on savait qu'il y avait de grandes marées. Martin va envoyer un enseigne de vaisseau pour sonder le fond de Boyard. Cette enseigne de vaisseau de Polge se rend sur place. Il jette une énorme clé en fer qui va s'engouffrer de 2 mètres en quelques secondes. Il refait son rapport à Martin et en plus, on s'aperçoit que les 2 ingénieurs, Ferjot et Leclerc, n'étaient pas sur place. Martin se fait une joie de le signaler au ministre en s'étonnant que les 2 ingénieurs ne soient pas sur place et profitent de cette grande maligne. En fait, ce qui se passait, c'est que Ferjot, je le dis, était souvent à Paris. Il avait demandé à Leclerc d'y être. Leclerc, on l'a vu, était occupé à La Rochelle, ingénieur de La Rochelle. C'est l'époque où on va construire le bassin à flot de La Rochelle. Il y a aussi des travaux sur le phare des Baleines sur l'île de Ré. Il y a l'assèchement des marais de La Rochelle. Bref, Leclerc ne peut pas être au four et au moulin. Et en cette circonstance, il était malade. Leclerc était un homme qui était souvent malade, comme tous les gens qui travaillaient dehors, surtout dans les marais qui étaient encore infestés. Donc Leclerc n'est pas là. Il n'est pas assez souvent d'ailleurs sur le chantier, ce que déplore Martin, qui s'en plaint régulièrement. Et en plus, Leclerc rencontre un autre problème, c'est qu'il ne peut pas faire confiance aux ouvriers qu'il emploie. Ils sont régulièrement débauchés par les particuliers de l'île d'Oléron, qui les payent mieux que l'État et qui les prennent à leur compte. Ils ont des ouvriers qui arrivent et de la main-d'œuvre sur place, donc ils préfèrent l'accaparer et on se retrouve sans personne. Donc pour parer un petit peu toutes ces carences, on va choisir de nommer un entrepreneur privé, de confier les travaux de Boyard à un entrepreneur privé. On soumet ces travaux à une adjudication qui est remportée par un entrepreneur du Calvados, de Virey, qui s'appelle Hubert. Hubert vient ici, alors déjà Martin prend très mal la chose, qu'un 3e personnage puisse être capable de lui demander du matériel, et il va surtout bondir lorsqu'on va lui apprendre le système de rémunération de ce sieur Hubert. Le système était, il faut le reconnaître, assez extravagant. Il était payé au pourcentage des achats qu'il faisait. Il touchait 8% sur les achats qu'il faisait. Ce qui était, voilà, vous avez compris, c'est que plus il faisait des achats, plus il s'enrichissait. Martin Bondy écrit à Decrès en lui montrant tous les abus qui étaient susceptibles de se produire. Decrès lui donne en partie raison. D'abord, il baisse ce pourcentage, il le fait tomber à 5%, et surtout, il le soumet à une commission de marine qui devra dire si les achats ont une raison d'être ou pas. Et ces achats ne devaient pas excéder 400 francs par jour. S'ils excédaient 400 francs par jour, c'était à Martin lui-même de donner son accord ou pas. Deuxième tour que va jouer Martin à l'ingénieur Hubert, c'est qu'il va lui donner tout ce qu'il veut. Dès qu'Hubert fait une demande, ce qui est assez curieux, parce que quelques semaines avant, Martin écrivait des lettres désespérées au ministre en lui disant « mes magasins sont démunis de tout, le port de Rochefort est tombé en ruine, je n'ai plus rien, je n'ai plus de corde, je n'ai plus de bois, je n'ai plus de fer ». Dès que Hubert fait une commande, Martin lui dit « c'est pas la peine de commander, moi j'ai ce qu'il vous faut sous la main, je vous l'envoie ». Donc le malheureux ne fait pas ses affaires comme il voudrait les faire, il va trouver une parade, il va tenter de trouver une parade, c'est de récuser tous les objets qui sont envoyés par le port de Rochefort. Et là, goutte d'eau qui fait déborder le vase, ce sont des tuiles qui sont envoyées. Alors, on est toujours dans les travaux préparatoires, on construit les baraquements de Boyardville. On lui a envoyé des tuiles d'un personnage connu de Rochefort, à l'époque c'était le Pelletreau. On envoie les tuiles de Pelletreau sur l'île d'Oléron, et Hubert dit « je ne veux pas de ces tuiles, elles ne valent rien, elles sont peureuses et tout ». Et alors là, Martin va écrire à Decrès en disant de toute façon, chaque fois que j'envoie quelque chose au sieur Hubert, si c'est quelque chose du port, il ne le trouve pas bon, en fait il veut s'enrichir, donc il y a un véritable problème. Le malheureux Hubert n'a pas que Martin qui est contre lui, il rencontre un très grave problème relationnel sur le chantier lui-même, puisque, alors je vais, si on peut mettre pour que les choses soient claires, il y a un organigramme qui est sur le bouton est devant. Le bouton est devant. Voilà. Et alors, pour enlever le premier transparent, voilà l'organigramme de Boyard. Donc vous avez Ferjot qui est le grand chef, Leclerc qui est directeur des travaux de Boyard, et il y a 3 ingénieurs ordinaires qui sont Brady, Toller et Letellier. Et c'est avec ce Letellier que le pauvre Hubert va avoir de sérieuses prises de bec. Alors je vais vous lire encore une fois, excusez-moi, mais je ne peux pas apprendre tout par cœur, ce qu'écrit Leclerc à
qu'écrit Leclerc à Ferjot pour lui faire part de cette querelle. Alors, Le Tellier est un jeune homme, c'est un jeune ingénieur, certainement brillant, il a des états de service qui sont reconnus. Hubert, lui, est un homme d'un âge mûr, on a vu que c'était un peu roué, et il n'a pas l'intention de s'en laisser imposer par un jeune damoiseau du style de Le Tellier qui essaye de lui remontrer. Alors voilà ce que dit Leclerc à propos de Le Tellier. En général, il met dans ses relations avec les entrepreneurs un ton dur, sans nécessité, et emploie des formes qui, je le sens, doivent être très désagréables à des hommes qui ont de l'honnêteté et de l'instruction. Je les chapitrerai vertement à cet égard. Il accepte de prendre ça à sa charge. Une commission de la marine se réunit très rapidement et décide que ces travaux seront finalement confiés à l'État sous la forme d'une régie formée de plusieurs officiers de marine, d'ingénieurs maritimes, d'ingénieurs militaires. Et c'est cette régie, en fait, qui va prendre la suite des travaux de Boyard. Et Martin va pouvoir continuer à jouer un rôle plus important que ce qu'il ne tenait pas un peu avant, et ça le réjouit. Il avait d'ailleurs dit au ministre, tant que je n'aurai pas les pleins pouvoirs sur cette affaire ne sera jamais bien menée. Maintenant, il va pouvoir jouer un rôle beaucoup plus intéressant. 1805, les travaux vont donc avancer assez rapidement, surtout qu'on a remplacé les ouvriers qu'on avait beaucoup de mal à garder par des militaires qui non seulement n'ont pas le choix, travaillent, et surtout se montrent ils se montrent surtout beaucoup plus résistants face aux maladies et à la difficulté, parce que ce sont des travaux quand même très, très physiques et très pénibles. 1805 est donc une année où on va aller très vite. 1806 aussi. 1806, on pense à un moment bénéficier de l'appui de prisonniers autrichiens. Il y a 300 prisonniers autrichiens qui ont été envoyés à la fin de l'année 1805 à La Rochelle. Juste après, on signe les préliminaires de paix, le traité de Presbourg, le 27 novembre, et suite à ce préliminaire, eh bien, ces prisonniers autrichiens doivent être libérés. Mais Decrès est persuadé que si on leur propose de travailler à Boyard, ils vont être ravis de le faire, surtout qu'ils seront payés au même tarif que les ouvriers français. Napoléon va même le confirmer d'un décret. On va lancer ces propositions aux prisonniers autrichiens. Malheureusement, pas un ne va accepter et tous préfèrent retourner dans leur mère patrie, ce qui fait qu'on va se priver de cette main-d'œuvre. C'est pas grave, l'année 1806 va aller très vite aussi. On a pratiquement terminé l'enrochement, on a même commencé une première assise. L'année 1807 va aussi être une année où on va avancer très vite. On a terminé l'enrochement, on a terminé la première assise, on commence la deuxième assise. Alors les assises, pour être précis, ne sont pas construites avec de la pierre qui vient de l'île d'Aix et des 3 points d'extraction dont j'ai parlé, mais avec de la pierre qui vient de Saint-Savinien. On avait d'ailleurs, dès le début des travaux, lancé des travaux de sonde à Saint-Savinien et commencé à tailler de la pierre. Donc on prend cette pierre de Saint-Savinien et on a commencé à construire les assises avec. Malheureusement, la fin de l'année 1807 est secouée par une terrible tempête qui va éparpiller une bonne partie de l'enrochement et qui va briser les assises qu'on avait commencé à construire. Ce qui fait que lorsque débute l'année 1808, on se pose la question, est-ce qu'on a bien positionné le fort, est-ce qu'il n'est pas trop vu, est-ce qu'on ne l'a pas mis trop face au mauvais temps, et est-ce qu'on ne devrait pas changer? Et finalement, on va même proposer d'abandonner un fort et de faire simplement une tour qui ne sera plus posée sur 4 assises, mais une seule assise, mais une assise conséquente qu'on propose de confectionner à l'aide d'une grande enveloppe en bois remplie de béton. Une fois que le béton aura pris, décortiquer l'enveloppe pour pouvoir ensuite avoir une assise sur laquelle devra se dresser la tour. La question se pose, il y a des partisans de cette solution, d'autres qui sont contre parce qu'on s'aperçoit qu'elle serait trop courte. On va attendre le point de vue de Napoléon qui a annoncé dès le mois de mars que lorsqu'il rentrerait d'Espagne, il s'arrêterait à Rochefort. Napoléon est parti en Espagne pour installer son frère Joseph sur le trône d'Espagne, à Bayonne, il part à Bayonne, et à son retour, il a annoncé qu'il viendrait visiter Rochefort et cet enrochement de Boyard. Donc on ne lance pas, on ne fait aucun travaux en 1808, on attend la venue de Napoléon qui est annoncée fin juin, il n'arrivera qu'au début août. Le 5 août, il se fait déposer sur le banc et il dit non, on construit un fort, cette tour ne serait pas suffisante. On diminue seulement les proportions, il peut faire 80 mètres sur 40, 80 de long sur 40 de large, on ne fera plus que 40 sur 20. On devait donc reprendre les travaux en 1809 avec cette nouvelle donne.
1809, pour tous ceux qui sont passionnés d'histoire de la marine, c'est la terrible affaire des brûlots qui va mettre un terme à Boyard, puisque les travaux n'auront pas lieu pendant toute l'année 1809. Et à la fin de l'année, Decrès demande à Martin, est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer à faire un fort sur Boyard? Et Martin lui répond, tant qu'il y aura la guerre, eh bien, nous n'y arriverons pas, c'est un chantier trop compliqué. Et le 8 décembre 1809, Decrès écrit, on suspend les travaux de Boyard et on les reprendra quand une période plus propice le permettra. Voilà, donc Boyard s'est arrêté sous l'Empire en 1809 et il sera repris ensuite sous la monarchie de Juillet en 1942 et sera terminé en 1866. C'est donc une période peu glorieuse pour la marine impériale, peu glorieuse aussi pour l'Empire, mais qui n'est rien à côté de ce qu'on va voir maintenant, puisqu'on va parler de l'arrivée des Anglais aux portes de Rochefort en 1814 et en dernière partie du dernier séjour de Napoléon en France entre Rochefort et l'île d'Aix. Donc avant d'aborder cette période douloureuse de 1814, on fait un petit bond 2 ans en arrière. Le 15 avril, Napoléon part rejoindre ses armées. Il va lancer la désastreuse campagne de Russie. Il rentre dans Moscou au mois de septembre. La ville qui a été désertée s'embrase malgré tout aussitôt. Et tout le reste de la campagne sera à l'avenant. Elle va se solder par une terrible retraite et le franchissement de la Bérésina qui va laisser des milliers de morts dans les parages. L'affaire est connue à Rochefort dans les premiers jours de janvier 1813 et la ville va rester très proche de son empereur, si l'on en croit une souscription lancée par les édiles qui propose de fournir des hommes au-delà de la conscription aux armées impériales, qui propose de fournir des chevaux et des fonds pour les caisses de la grande armée. Malgré tout, l'Empire va se fissurer pendant toute cette année 1813. Les frontières de l'Est sont menacées par les troupes alliées, les côtes par les croisières anglaises et le Sud par les troupes de Wellington qui remontent petit à petit. Wellington a débarqué au Portugal en 1808. Depuis cette époque, il s'est attaché des troupes espagnoles, des troupes portugaises. Il est remonté vers la frontière, il franchit la ville d'Assoa au mois d'octobre 1813. Peu de temps après, il se retrouve devant Bayonne, qu'il investit sans coup férir. Bayonne dépendait de Rochefort, dépendait du 5e arrondissement, et les communications entre ce sous-arrondissement de Bayonne et la préfecture maritime de Rochefort sont à ce moment-là rompues. Le danger devient vraiment imminent, et d'ailleurs Decrès ne le cache pas, quand le nouveau préfet maritime Bonnefou lui annonce la nouvelle, Decrès ne le cache pas, voilà ce qu'il lui écrit. La fortune qui jusqu'à ce jour s'était plu à couronner toutes nos entreprises semble depuis quelque temps avoir voulu nous éprouver par des revers. Mais elle n'aura fait que préparer une nouvelle gloire au génie qui nous gouverne. Du côté des Pyrénées, la frontière est entamée. Vers le Rhin et au-delà des Alpes, elle est menacée par une coalition formée d'ennemis que la générosité de l'empereur a tant de fois épargnée et d'amis trompeurs dont elle avait pu supposer la perfidie. L'Angleterre, dont l'or et les intrigues agitent cette coalition formidable, compte bien qu'elle servira d'instrument à sa rage invétérée contre nos efforts maritimes. Elle s'enivre à l'idée de nous voir assez occupés de la défense de nos frontières pour lui donner l'espoir d'un succès sur nos côtes. Le ministre met en garde le préfet Bonnefou en lui disant « Faites très attention, on a des croisières anglaises qui risquent de débarquer ». Au même moment, les royalistes commencent à croire au possible retour des Bourbons. Il y a notamment un parti qui est très confidentiel, mais qui est un parti très actif, ce sont les Chevaliers de la Foi, qui ont une antenne à Bordeaux. Et ces Chevaliers de la Foi vont servir d'appui aux troupes de Wellington, qui commencent à ravager toutes les contrées du sud-ouest de la France et à renverser les armées de Soult un petit peu partout. Devant cette situation qui s'aggrave chaque jour, l'empereur va nommer dans chaque division militaire des commissaires extraordinaires. Ces commissaires extraordinaires sont surtout là pour voir si les ordres de Paris sont bien exécutés et surtout pour débusquer les traîtres et ceux qui seraient capables de basculer du côté des royalistes. Celui qui est envoyé en Charente-Inférieure est Boissy d'Anglas, qui va arriver à La Rochelle au tout début de l'année 1814. Boissy d'Anglas va adresser une proclamation à tous les habitants de la Charente-Inférieure. Il leur dit entre autres « Notre territoire est envahi, l'ennemi nous menace de son audace, il croit à la faiblesse de nos moyens, à la décadence de nos armées,
à notre découragement et il pense que nous sommes assez lâches pour recevoir les fers qu'il nous présente. Voici Danglars comprend tout de suite que le point névralgique de la Charente inférieure n'est pas La Rochelle, mais Rochefort, d'une part en raison de son arsenal que les Anglais vont vouloir prendre dès le début, et surtout de la proximité du théâtre des opérations, puisque Wellington continue à ravager le sud-ouest et à renverser les armées du sud. Donc, voici Danglars se transporte très rapidement à Rochefort. Il fera des allers-retours incessants entre les deux villes, et lorsqu'il est ici, il s'installe bien sûr à la préfecture maritime de Rochefort. Dès qu'il arrive, il va prendre plusieurs mesures. Il nomme d'abord un comité de défense qui est confié à la Martiguière, qui commandait les gardes nationales de Rochefort, et surtout, il demande à ce que l'île d'Aix soit renforcée. On envoie des canons, des munitions là-bas, et il demande à ce que des troupes soient détachées sur l'île d'Aix. Malheureusement, il y a très peu de troupes à Rochefort, on en manque, et c'est finalement la garde nationale, c'est-à-dire la milice bourgeoise, qui est envoyée à la défense de l'île d'Aix. Bonnefou espère justement avoir quelques troupes. Quand on va lui demander de débarquer toutes les troupes embarquées qui sont encore dans la rade, on espère les faire partir, mais on ne sait pas trop où, ça fait un moment que les bâtiments français ne sortent plus de la rade de l'île d'Aix. Ces troupes sont débarquées à Rochefort. Malheureusement, on ne les laisse pas ici et on les détache pour renforcer l'armée de Soult dans le sud-ouest, pour essayer de l'aider à avoir un petit peu de renfort. Ces maigres renforts ne feront rien, et la lettre qu'écrit le préfet maritime au ministre annonce quand même un danger imminent sur le point de donner la ville à l'ennemi. Voilà ce qu'écrit Bonnefou. Rochefort est peut-être menacé d'une crise désastreuse. Je ne sais quels sont les projets ni les forces de l'ennemi qui a ou qui va avoir aujourd'hui Bordeaux en sa possession. Mais je suppose qu'il se rendra maître de la côte du Médoc et qu'en passant la Gironde, il débarque sur celle de Saint-Onge. Il pourrait alors facilement se diriger sur Rochefort. Il n'y a dans le pays ni troupes, ni fusils, ni artillerie de campagne pour l'arrêter. Cette lettre est envoyée le 6 mars. Bonnefou pense que les Anglais ont pris Bordeaux. Ce n'est pas encore le cas. Il faudra attendre en fait le 12. Wellington a détaché Beresford. Beresford rentre dans la ville. Il est accueilli. Il n'y a eu aucune résistance. Au contraire, les Bordelais sont restés très royalistes. Il est accueilli par le maire de Bordeaux. L'après-midi, le duc d'Angoulême, c'est-à-dire le fils du futur Charles X, arrive dans la ville. Il est reçu avec tous les honneurs. La royauté est proclamée et l'Empire est annoncé déchu. Ce qui est un petit peu tôt, Napoléon est toujours souverain et de son côté, il va déclarer traître à la nation et par conséquent passible de mort tous ceux qui oseraient aborder la cocarde royaliste. De son côté, voici Danglars s'intéresse à la défense de Rochefort et il décrète Rochefort en état de siège. Ce qui fait qu'il va falloir protéger cette ville contre une menée ennemie qui s'annonce de plus en plus imminente. Alors il faut savoir que dans toute son histoire, Rochefort a été menacé par les Anglais à plusieurs reprises, 3 fois déjà, sans compter la guerre de Cent Ans. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas d'arsenal, puisque la ville, Rochefort avait été prise, la seigneurie de Rochefort avait été prise en 1356 par les Anglais. Si on remonte dans le temps, il y a eu l'affaire des Brûlots, qui en 1809 avait menacé la ville, qui avait menacé carrément toute la contrée d'un débarquement anglais. En 1757, les Anglais étaient venus réellement pour envahir Rochefort et toute la côte. Ils n'avaient pas pu le faire, ils s'étaient contentés de prendre l'île d'Aix. Et peu de temps après la création de l'Arsenal, en 1674, c'était plus les Anglais cette fois-ci, mais les Hollandais avaient envoyé une formidable armada qui avait fait demi-tour avant de rentrer dans les pertuis parce qu'ils s'étaient aperçus que la côte avait été formidablement protégée. D'ailleurs, peu de temps après cette arrivée des Hollandais, on avait remparé la ville de Rochefort, mais partiellement. On avait remparé justement en cas de débarquement pour protéger la place. On l'avait remparé partiellement puisqu'on avait considéré que la Charente formait une barrière naturelle et que ça ne servait à rien de faire des remparts ici. Il y avait ce point peu après la porte de Martrou jusqu'à la Charente qui était protégé simplement par le chenal de la cloche, et là il n'y avait pas de rempart. Donc il y a tout un dispositif qui est mis en place par Boissy d'Anglars, par la Martiguière qui commandait le comité de défense, et par le préfet maritime lui-même, Bonnefou. On va d'abord réarmer tous les forts de la côte. On va envoyer des hommes au fort Ennet, qui a été construit juste après l'abandon de Boyard. On en envoie
la redoute de l'Aiguille à Fouras, au château de Fouras, fort de l'île Madame, à Lupin, fort de la Pointe. Cette première ligne va être secondée par une deuxième qui est construite, alors là je ne l'ai pas sur la carte, mais il y a des batteries qui sont faites à Fouras sur les hauteurs de Chevalier, et une autre qui est construite au Briouet à l'entrée de Rochefort, et ces tirs doivent se croiser avec la redoute du Vergeroux pour fermer le passage. Il y a enfin une dernière ligne qui est construite, alors là on commence à l'apercevoir, lorsqu'on arrive de La Rochelle et qu'on remonte, il y a le moulin de la Belle-Judith, une batterie, et alors c'est un peu plus haut, a été faite au moulin de la Belle-Judith, et deux autres sur la rue des 10 Moulins qui est sur cette rue. Toutes ces lignes correspondaient avec l'hôpital de la Marine qui était là, qui avait été évacué de la plupart des malades. On avait mis 250 hommes en armes dans cet hôpital, des canons tout autour, et ça servait de poste central et aussi de position de repli au cas où les premières lignes auraient été forcées. Au sud de Rochefort, on ne l'a pas sur la carte, mais à Martrou, il y avait déjà une redoute. On va, avec l'aide du génie et de paysans réquisitionnés, on va reconstruire une redoute qu'on va armer de 6 canons. On va au nord de l'île d'Aix, au nord de Rochefort, pardon, à Tonnet-Charente, placer 2 nouvelles batteries, l'une sur le château de Tonnet-Charente et une autre pour fermer le passage de la route de Saintes. La première devait battre la campagne. Tous les alentours avaient donc été protégés. On va mettre des bâtiments sur la Charente pour protéger ce passage. Alors ce sont, pour la petite histoire, 3 bâtiments protagonistes de l'affaire des brûlots. Il y avait l'Amiral, l'Océan, qui est placé devant l'avant-garde, ici. On en met un autre devant la Vieille Forme, c'était le Foudroyant, protagoniste aussi de l'affaire des brûlots, et un autre un peu plus haut devant la Cabane Carrée, qui était le Patriote. Ces bâtiments sont partiellement armés, c'est pas la peine d'avoir toute leur artillerie à bord. Le reste des canons est dispersé sur tous les remparts, tout autour de la ville, et on en place aussi en face de la corderie pour fermer le passage ici. Ce dispositif est en place à la fin du mois de mars. À ce moment-là, les Anglais continuent leur avancée sur le Médoc. Ils vont en plus recevoir l'appui d'une escadre qui, pour la première fois, va pouvoir pénétrer en Gironde. On est le 27 mars lorsque ça se produit. À la même époque, le 30 mars exactement, les troupes alliées rentrent dans Paris. C'est Joseph Bonaparte qui assure un semblant de régence. Son frère est sur le front de l'Est, toujours en Champagne. Joseph Bonaparte, le lendemain, va laisser Marmont traiter avec les Alliés, et Marmont va signer, avec l'aide du camp du Tsar, un compromis de paix le 31 mars. En temps normal, les correspondances entre Rochefort et Paris durent 4 jours, voire 3 jours dans le meilleur des cas. Là, dans cette période troublée, on va mettre beaucoup plus de temps, et ce qui fait qu'alors que la paix est signée, on va continuer le combat. Et on va voir qu'il s'en est fallu de très peu que l'hôpital de la Marine de Rochefort disparaisse sous le feu de l'ennemi, sous le feu des propres Français. L'hôpital de la Marine, je vous le rappelle, est ici. Ces événements donc se produisent, on continue le combat, les Anglais sont sur les côtes du Médoc, ils ont maintenant traversé la Gironde, ils prennent toutes les places, Talmont, etc., qui sont sur les bords de la Gironde. Ils vont finir par prendre même la citadelle de Blaye. C'était le général L'Huillier qui tenait Blaye. L'Huillier abandonne la citadelle le 6 avril, il est obligé de battre en retraite, il va se replier sur Saintes. Les routes maintenant de Saintonge sont ouvertes et les Anglais peuvent pénétrer et s'avancer. Le comité de défense de Rochefort, qui est averti chaque fois de l'avancée des troupes de Wellington, se réunit chaque jour et va prendre donc cette mesure de pulvériser l'hôpital de la Marine, pour une raison très simple, c'est qu'il est placé où il était, il pouvait servir de quartier général pour les troupes de Wellington. On avait peur qu'ils viennent ici et qu'ils s'installent ici. Donc on a, le comité de défense dit on retourne tous les canons contre l'hôpital et on pulvérise. Bonnefoux, le préfet maritime, lui est opposé à cette mesure. Malheureusement, ce n'est pas lui qui commande, c'est d'abord Boissy l'Anglais et ensuite la Martilière qui commande le comité de défense. Bonnefoux obtient quand même qu'on attende la dernière extrémité avant de le faire. En même temps, il demande à ce que toutes les barques qui étaient sur la rive gauche de la Charente soient rapatriées sur la rive droite pour pas que les Anglais les empruntent pour traverser et arriver devant Rochefort.
Au même moment, il y a des bruits qui courent à Rochefort. On annonce que l'Empire a chaviré, que Napoléon est obligé d'abdiquer. Il y a des placards séditieux qui fleurissent un petit peu partout. On annonce que si le roi revient, la paix est signée. En même temps, les caisses de la marine ne sont plus alimentées, ce qui fait que les gens ne sont plus payés, les gens désertent de plus en plus. Il y a une sorte de confusion qui règne comme ça pendant plusieurs heures à Rochefort, et ça va durer jusqu'au 11 avril, c'est-à-dire 11 jours après que la paix a été signée. Ce n'est seulement que ce jour-là que 2 lettres vont arriver, l'une sur le bureau du préfet maritime, l'autre sur le bureau du maire, et qui annoncent que la paix a été signée, donc on ne fait plus la peine de pulvériser l'hôpital de la Marine. Et à ce moment-là, tout le monde va signer des lettres de fidélité au roi, en se réjouissant qu'il remonte sur le trône de ses pères, et c'est la juste révolution qui ramène les Bourbons. Un an après, ils diront exactement la même chose lorsque le vol de l'Aigle aura ramené Napoléon à Paris. Et quelques mois après, 100 jours après, ces mêmes hommes ressortiront leurs plumes pour signer de nouvelles lettres d'amour à ce roi qu'ils ont toujours vénéré, qu'ils ont toujours soutenu. Ça, c'est le propre. Alors, on peut les excuser parce que leur place, quand même, en dépendait. Je vais terminer brièvement. Est-ce qu'on a le temps encore? Oui. Oui. Par les derniers jours de... J'ai peut-être été un peu long. Par les derniers jours de Napoléon sur le sol de France, il rentre de Waterloo défait, il s'installe à l'Élysée, il abdique le lendemain, il abandonne la politique et il veut devenir chercheur en Amérique. Pour ça, il demande, et un gouvernement provisoire se forme aussitôt. Fouché s'arroge la première place de la présidence de ce gouvernement provisoire. C'est un gouvernement qui est là pour régler les affaires courantes en attendant une autre solution. L'empereur déchu demande à ce gouvernement provisoire des passeports. Il demande d'intervenir auprès des Alliés pour que les Alliés lui fournissent des passeports, des sauf-conduits, et il veut surtout 2 frégates pour pouvoir embarquer ses compagnons en Amérique. C'est à Casimir de Bonnefou, toujours le même préfet maritime de Rochefort, qu'on demande de préparer ces 2 frégates. La Salle et la Méduse font partie d'une petite division qui est mouillée sous l'île d'Aix. On va leur apporter des vivres, des armes, des munitions pour pouvoir accueillir l'empereur déchu et l'amener en Amérique. Ces 2 frégates sont la Salle et la Méduse. Quant aux sauf-conduits, Wellington dit à Fouché qu'il est hors de question que les Alliés fournissent ces sauf-conduits. Fouché est un fourbe, il veut éloigner Napoléon dans un premier temps de Paris et lui dit « Partez à Rochefort, vos sauf-conduits vous rejoindront là-bas ». Napoléon ne veut pas entendre parler de cette affaire, il dit « Je ne partirai de Malmaison qu'avec mes sauf-conduits ». Malheureusement, les troupes alliées, notamment le général Blücher, sont maintenant aux portes de Paris et Blücher n'a qu'une idée en tête, c'est de glisser une corde autour du cou de Napoléon et de le pendre. Decrès finit par convaincre l'empereur déchu qu'il doit rejoindre sa destination et Napoléon finit par quitter la Malmaison le 29 juin. Il arrivera à Rochefort le 3 juillet, pensant bien sûr trouver ses sauf-conduits. Et là, Bonnefou lui dit que non seulement il n'y a pas les sauf-conduits, mais il lui apprend surtout que les Anglais ont maintenant une flotte qui est en permanence dans les pertuis et prête à le cueillir. En fait, les Anglais veulent cueillir Napoléon et ont dispersé leur croisière entre la Bretagne et le bassin d'Arcachon. On pense qu'il peut passer aussi. Pris dans cette souricière, Napoléon va chercher des solutions. Il va en soumettre une multitude, on va en évoquer 4. La première, c'est le capitaine de la Méduse, Poney, qui a été prisonnier plusieurs fois des Anglais, qui n'a pas l'intention de laisser Napoléon se rendre et qui lui dit « Écoutez, ma frégate est beaucoup plus rapide que les bâtiments anglais qui sont là, le Bellérophon est un vieux bâtiment. Je pars droit devant, je leur tire dessus, je continue ma course, ils vont essayer de me rattraper, ils n'y arriveront jamais. Pendant ce temps-là, ils vont libérer le passage et à bord de la Salle, vous pourrez partir tranquillement. » Le commandant de la Salle est quelqu'un dont on n'a pas vraiment confiance, c'est quelqu'un qui dit moi qu'il était prêt à tout pour aider Napoléon, mais c'est quelqu'un aussi qui est monté en grade pendant la première restauration et on préfère ne pas aller plus loin dans ce parti. Autre possibilité, elle est proposée par le capitaine Besson qui travaille pour le commerce et qui transporte régulièrement des eaux-de-vie et du cognac en Amérique. Il réussit à rencontrer Napoléon à la préfecture maritime et il lui propose un stratagème assez curieux mais qui est authentique. Il lui dit « J'aménage 5 fûts de cognac, je les capitonne pour faire croire qu'ils seront pleins.
Je mets des systèmes d'aération pour que les exhalaisons d'alcool ne viennent pas vous enivrer. Ces fûts correspondent avec la cabine. Vous voyagez en cabine avec nous. Dès qu'on croise des Anglais, vous venez vous réfugier dans ces fûts. Napoléon est intéressé. Le seul problème, c'est qu'il n'y a que 5 fûts et qu'il est là avec 66 personnes de sa suite. Mais c'est pas grave, il dit votre idée m'intéresse, préparez votre bateau. Besson va arrimer donc la Magdalena de cette façon et quand ça sera fait, viendra mouiller au sud de l'île d'Aix. Troisième possibilité, du moins l'empereur Déchu y croit, c'est qu'on finisse par lui envoyer des sauf-conduits. Alors pour ça, il fait écrire par son garde, parce que le gouvernement provisoire lui a loué un garde. Officiellement, c'est pour pas qu'il soit attaqué, mais officieusement, c'est pour pas qu'il s'évade. Ce garde, c'est le général Becker, qui écrit régulièrement à Paris, en demandant s'il y a des sauf-conduits. En post-scriptum, Becker marque: je vous rappelle que l'empereur est prêt à remonter sur son cheval, à reprendre son épée et à chasser les alliés qui menacent de rentrer dans Paris. Parce que l'idée de Napoléon, il en a été persuadé jusqu'au moment où il met le pied sur le Bellérophon, c'est qu'on va le regretter et qu'on va lui demander de reprendre son cheval et de chasser les alliés. Et ça, bien sûr, il ne comprend pas que Fouché ne veut pas en entendre parler, que la plupart des gens du gouvernement provisoire ne veulent pas en entendre parler. Mais lui, il a toujours cette idée en tête. Donc il rappelle ça. Et le gouvernement provisoire, sous la plume de Fouché, répond: on n'a pas les sauf-conduits, vous n'avez qu'à le faire embarquer sans sauf-conduit. Quant au service qu'il propose, on n'en a absolument pas besoin. La seule chose qu'on voudrait, c'est qu'il soit déjà embarqué. Il devrait d'ailleurs déjà être parti. Quatrième partie, c'est la reddition pure et simple. Et là, il faut avouer qu'il y a beaucoup de compagnons de l'empereur qui penchent pour cette solution. Et il y a notamment la femme du général Bertrand, Fanny Bertrand, qui est à moitié anglaise, qui depuis le départ de Paris n'arrête pas de se plaindre en disant c'est complètement idiot de partir en Amérique, on ferait beaucoup mieux de se rendre aux Anglais. Un soir, à la préfecture maritime, elle rencontre Napoléon, elle lui dit: vous savez qu'en Angleterre, il y a un parti d'opposition qui est très fort, le gouvernement actuel est très fragile, vous pourriez, si vous vous établissiez en Angleterre, continuer à jouer un rôle politique sur toute l'Europe. Napoléon écoute tout ce qu'on lui soumet sans vraiment se décider, c'est d'ailleurs une caractéristique assez étonnante à cette époque. Il paraît très cotonneux et un petit peu amorphe, ses compagnons ne le reconnaissent pas vraiment. Il va rester comme ça dans une sorte d'expectative jusqu'au 8 juillet. Le 8 juillet, il y a 2 événements importants qui se produisent. D'abord, le roi remonte sur son trône ce jour-là, Louis XVIII remonte sur son trône le 8 juillet. Bien sûr, on ne le sait pas immédiatement à Rochefort, mais c'est tellement évident que le général Becker, le garde, dit à l'empereur Déchu: vous savez que dès que le roi a retrouvé sa place, moi j'ai été nommé par le gouvernement provisoire, je n'aurai donc plus aucune prérogative. En d'autres termes, si les soldats du roi viennent vous cueillir, je ne pourrai pas m'y opposer, je n'aurai pas l'autorité pour le faire. Napoléon entend cet argument. Après le repas, il va lire les gazettes du jour, et là, il va apprendre que Paris et la France ont été livrés aux Alliés depuis le 3 juillet. Il se dit dans ces conditions: je ne sers plus à rien, on ne va jamais me rappeler pour que je chasse les Alliés, la France est perdue, puisque c'est ça, on y va. Il quitte la préfecture maritime de Rochefort, direction Fouras. Il y a des scènes assez cocasses à Fouras où tous les Fourrasins sont venus l'attendre et lui dire un dernier adieu sur les falaises. On raconte que l'empereur Déchu, qui souffre de dysurie, part se soulager sur la plage et qu'une Fourrasine va aller ramasser le sable mouillé de son urine pour le conserver en relique. Il y a aussi la mère qui baise depuis une 50aine de minutes et pour pas qu'il se salisse les pieds dans cette vase, un marin le prend sur son dos pour le déposer sur sa chaloupe. L'affaire est connue, c'est le Marimbaud. Et si on longe cette plage sud, là où s'est passé cet événement, la lance de la Coue à Fouras, la voie s'appelle la rampe du Marimbaud, hommage à ce personnage. Napoléon est donc déposé sur sa chaloupe par le Marimbaud. Il y a une foule importante sur les falaises. Il va saluer une dernière fois ces Français qu'il va quitter. Et là, il y a une clameur immense qui s'élève des falaises. Vive l'empereur, vive Napoléon. Seulement, c'est la dernière fois que l'empereur touche le sol français, ici à Fouras. Et on peut même dire le sol continental français, et on peut même dire le sol continental tout court, puisque le reste de sa vie, maintenant, se fait sur des bâtiments ou sur des îles. Il y a un fort vent de nord-ouest ce 8 juillet, et il faudra 2 heures aux rameurs pour amener l'empereur et ses compagnons de la lance de la Coue à la fosse des Nègres, où sont mouillées les frégates. Napoléon aborde à 19h à bord de la salle. Il pense à un moment forcer le passage. Malheureusement, les vents vont tomber. Ce projet est ajourné. Le lendemain, il descend sur l'île d'Aix, s'aperçoit que l'île lui est restée très fidèle, très proche.
Le 10, il va envoyer des ambassadeurs auprès de la croisière anglaise. Où est-ce que vous voyez Rat des Basques? C'est au nord de l'Index. La croisière anglaise la croisière anglaise à ce moment-là étant encore dans le pertu d'Antioche. Ces ambassadeurs ont posé la question suivante au commandant anglais, qui est Maitland, qui commande le Bellérophon. Avez-vous les sauf-conduits pour notre empereur? Et là, il faut avouer que c'est une petite erreur. Maitland est très surpris par cette question, parce que, comme Wellington ne veut pas les donner, on n'en a jamais parlé en Angleterre. Là, l'erreur consiste à confirmer à Maitland que Napoléon est bien dans les parages, parce que jusqu'à ce jour, il l'ignorait. Il en présumait, mais il ne le savait pas officiellement. Dès que les ambassadeurs lui disent « Bon, mais si notre empereur part à bord d'un bâtiment du commerce, que faites-vous » Et Maitland répond « Je fouillerai tous les bâtiments du commerce qui sortiront ». Ce qui était impossible à faire, matériellement impossible. On venait de lever l'embargo et tous les bâtiments qui étaient en Charente, les bâtiments de commerce, commençaient à partir vers leur destination. Et Maitland, qui n'avait que 3 bâtiments sous la main, ne pouvait pas fouiller tous ces bâtiments qui sortaient. Et là, il va utiliser une ruse typiquement anglaise, une ruse fallacieuse, n'hésitons pas à le dire. Il dit aux Français « Je repense à votre histoire de sauf-conduit. Mon supérieur, Sir Henry Hotham, qui navigue au large des côtes de Bretagne, a peut-être des instructions à ce sujet. Ne faites rien parce que je vais envoyer un courrier à mon supérieur et il va peut-être m'envoyer une réponse et vous apporter les sauf-conduits. » Et les Français retombent bien docilement voir l'empereur en lui disant on attend les ordres du supérieur anglais, Sir Henry Hotham. Et là, dans ses mémoires, Maitland le met noir sur blanc. Grâce à ce stratagème, j'espérais recevoir des secours qui me permettraient de fouiller tous les bâtiments de commerce qui sortiraient. Les Français se sont fait avoir et ils attendent là, sous l'Index, jusqu'au 11 juillet. Le 11 juillet, le Casimir de Bonnefoule, préfet maritime, monte à bord de la salle et annonce la nouvelle. Louis XVIII est remonté